Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mercredi 7 juillet. Les résultats des examens du CEP et du BEPC ont été l'un des principaux sujets des membres du gouvernement réunis ce jour. Les ministres ont aussi parlé du renouvellement des commissaires de la CENI et du prochain traité d'accord et de coopération. 60 élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau en formation de 3 jours à l'École nationale d'administration et de magistrature. Une formation pour mieux appréhender les rouages de la gouvernance administrative au Burkina Faso. Assassinat ce matin du président haïtien Jovenel Moïse à son domicile. Une mort qui risque de déstabiliser encore plus le pays, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. La concertation hebdomadaire des ministres s'est tenue aujourd'hui avec à son ordre du jour plusieurs dossiers à traiter. Les résultats des examens scolaires, notamment ceux du CEP et du BEPC, ont été présentés à ce rendez-vous. Le gouvernement a aussi étudié le dossier relatif au renouvellement des commissaires de la CENI ainsi que le prochain traité d'accord et de coopération TACA 2021. Reportage de Michael Tougri. Sur la table du Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs communications orales dont les résultats du CPE et du BEPC session 2021. De façon générale, les taux de réussite connaissent une baisse comparativement à la session 2020. Au titre du CEPE, le taux de succès à l'examen du CEPE de cette session 2021 est de 59,34% cette année, contre 66,6% en 2020, soit une baisse de quelques 6 points de pourcentage. Au niveau du BEPC, les résultats de l'examen du BEPC se présentent comme suit. 80 418 élèves ont été déclarés admis. Donc vous voyez que le taux ici est très bas, très faible. Ce qui fait que le taux national de succès au BEPC de la session 2021 est de 27,84% contre 36,47% l'année passée, soit une régression de près de 8 points. À la suite du CEP et du BEPC, place dès ce jeudi 8 juillet aux compositions des épreuves du baccalauréat. Plus de 154 000 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Autre dossier examiné par le Conseil des ministres, le renouvellement des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À cet effet, un décret a été adopté par le Conseil des ministres portant nomination de nouveaux membres de l'instance en charge de l'organisation des élections au Burkina Faso. Le processus de désignation s'est tenu sans incident majeur et nous pouvons donc dire aujourd'hui que nous avons les 15 membres qui vont être les commissaires de la CENI. Une semaine après la prise du décret, il faut que les 15 membres prêtent serment devant le Conseil constitutionnel et à l'issue de cette prestation de serment, les 15 membres devraient se retrouver pour désigner le bureau de la CENI. Et le bureau de la CENI est composé d'un président et de vice-présidents et naturellement de commissaires. Le traité d'accord et de coopération TAC 2021 se tiendra à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, du 25 au 28 juillet prochain. Cette 9e rencontre au sommet des chefs d'État est un cadre pour passer en revue la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les commentaires sur l'achat du véhicule de la ministre de la Culture n'en finissent plus sur les réseaux sociaux. 96 millions de francs CFA serait la somme allouée pour cette acquisition. Une somme jugée colossale par plus d'un dans un pays où il est de plus en plus question de réduire le train de vie de l'État. La question a été clairement posée au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur l'opportunité d'une telle dépense. Ousseini Tamboura est au micro de Michael Tougri. Écoutez sa réponse. Je dois dire d'abord que c'est une pratique légale. Il faut d'abord retenir que c'est un patrimoine de l'État. Il s'agit donc des processus ou des procédures d'acquisition d'équipements de l'administration de l'État. Vous savez que le budget de l'État
comporte ce qu'on appelle les dépenses communes qui peuvent être dépensées pour l'ensemble de services de l'État. Mais vous savez qu'autour de chaque département ministériel, il est organisé aussi une prévision et une exécution du budget pour chaque département ministériel. Il peut y arriver effectivement que dans les prévisions, dans les budgets adoptés, donc dans la loi des finances, qu'il soit prévu qu'un véhicule soit acheté. Et puis le reste, il s'agit simplement de mettre en œuvre. Je ne doute pas qu'il s'agisse de cela, puisque moi-même, lorsque j'ai vu la note, je sais que le département des finances est un département très professionnel. S'il n'y avait pas de prévision, s'il n'y avait pas donc le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition, cela n'aurait pas pu être. Donc il faut considérer que c'est une voiture qui va être achetée pour le parc automobile de l'État ou le parc automobile du ministère de la Culture. Dans tous les cas, c'est le parc automobile de l'État. Je ne suis pas très bien placé pour juger de l'aspect éthique ou l'aspect moral, puisque l'État, c'est aussi le sens des responsabilités. C'est aussi évoluer dans un cadre juridique convenu, connu de tous d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Et notre État, naturellement, est amené à faire souvent des acquisitions. Et moi, je situe ça dans ce cadre-là. Maintenant, si il y a une certaine envie de créer un choc moral ou une manipulation, j'allais dire, politicienne, pour en faire une affaire d'État, ça, je ne peux m'aventurer sur ce dossier. Mais c'est une dépense légale. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu ce mercredi 7 juillet 2021 le vice-ministre de la Défense tchèque. Ensemble, les deux personnalités ont parlé de la coopération qui existe entre le Burkina Faso et la République tchèque, une collaboration qui date de 2014. Il a également été question de la contribution de ce pays dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso et de son accompagnement dans les autres domaines. Thomas Kopekni est au micro de Sanata Siri. Avec Monsieur le Premier ministre, on a discuté comment cette relation a évolué pour le mieux. C'est vraiment la relation s'est développée vraiment très intensivement, et surtout dans le domaine du défense et de la sécurité. Mais comme on a discuté, ça surpasse maintenant ces deux domaines principaux. On a des projets de la santé, on a des projets entre les universités, on a des projets pour la formation des techniciens. On a des projets dans le domaine des transports qu'on discute. Mais ce qui est déjà réel, ce qui s'est déjà passé, c'est notamment le domaine de la défense. La République tchèque a formé des dizaines de pilotes burkinabés, des techniciens pour les forces aériennes. On a aussi modernisé et réparé les hélicoptères qui servent jusqu'à maintenant les forces aériennes burkinabées. Et ce qui est le plus important, c'est que ce soutien technique, cette coopération technique est renforcée par notre commitment de notre propre armée dans le cadre de la coopération bilatérale ainsi que multilatérale. Le Premier ministre Christophe Dabiré était encore en audience, mais cette fois-ci le mardi 6 juillet avec une délégation du Conseil national de l'agriculture biologique conduite par son président Abdoulaye Ouedraogo. À l'ordre du jour de cette rencontre, les préparatifs de la 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique prévue du 13 au 16 octobre prochain à Ouagadougou. Sanata Siri. La conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique est un rendez-vous des différents acteurs du domaine qui se tient tous les 2 ans dans un pays de la sous-région. Une rencontre qui se veut un cadre pour ces acteurs de discuter des enjeux agricoles. Cette année, c'est le Burkina Faso qui va abriter la 6e édition de la dite conférence. D'où la visite des organisateurs chez le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré pour échanger avec lui sur les préparatifs de cet événement. C'est l'ensemble des acteurs burkinabés qui s'organisent avec un comité local et pour accueillir au moins 500 personnes qui viennent de l'extérieur du Burkina. Alors pour discuter sur les enjeux agricoles aujourd'hui et demain. Alors nous savons que nos terres sont dégradées au Burkina ici. Alors les rendements agricoles se font faibles, mais cela aussi est dû sûrement aussi à nos modèles agricoles et que les acteurs se sont engagés pour effectivement trouver des alternatives. Alors donc avec son Excellence, nous avons fait le point de ce matin. Alors pour dire que le comité local a été mis en place, les commissions sont mises en place également pour pouvoir travailler. Je parle des commissions communication, des commissions scientifiques,
les commissions financières, alors pour pouvoir travailler aujourd'hui jusqu'en octobre afin d'offrir un produit de qualité à nos autres qui vont arriver. Selon le président du Conseil national de l'agriculture biologique, cette conférence révèle d'une importance capitale pour le Burkina Faso car elle va permettre de promouvoir un autre modèle agricole au profit des agriculteurs locaux. Toute chose qui va renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Les NPK, les urées, les D6, les noms peuvent être remplacés par les essences locales qui sont là, fabriquées par les acteurs pour donner véritablement un autre élan à l'agriculture burkinabé. Vous savez, nos agriculteurs burkinabés dépensent beaucoup dans les intrants agricoles, dans les pesticides chimiques, alors que non seulement ils sont très nuisants pour la santé de la terre et la santé des hommes, et aussi ils grèvent beaucoup sur le budget familial. Alors, arriver effectivement à pouvoir produire sans véritablement acheter beaucoup de choses de l'extérieur, qui sont même en fait les problèmes même pour notre domaine agricole, est pour nous une révolution qui va effectivement aider les familles à manger à leur faim. Pour sa part, le chef du gouvernement s'est engagé à accompagner les organisateurs afin que cette conférence se tienne dans de bonnes conditions. Le Conseil national de l'agriculture invite donc les différentes communautés à prendre part à cette 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique qui va se tenir du 13 au 16 octobre 2021 à Ouagadougou. Après la formation militaire, les voici à l'École nationale d'administration et de magistrature pour une meilleure connaissance du monde. Les élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau sont en formation à l'ENAM depuis ce matin pour jusqu'au 9 juillet prochain. Cette formation sera axée sur l'organisation et le fonctionnement des institutions administratives burkinabées dans un contexte de lutte antiterroriste. Maxime Jean-Eudes Bambara vous fait le compte-rendu. Des élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau en formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Une formation certifiante en organisation et fonctionnement des institutions administratives burkinabées qui vient en complément de leur formation militaire. L'objectif étant de permettre à ces stagiaires de mieux comprendre la gouvernance administrative au Burkina Faso afin d'accomplir efficacement leur mission, surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Les militaires ont la double casquette d'être des acteurs de la défense, mais c'est aussi des citoyens d'un État. Donc, par conséquent, pour que l'armée puisse accomplir ses missions régaliennes, il va falloir mieux comprendre les institutions de l'État. C'est pour cela que durant ces 3 jours, la thématique centrale, c'est l'organisation, le fonctionnement des institutions du Burkina Faso. Ils vont comprendre l'administration publique, ils vont comprendre la notion d'État, ils vont connaître la notion de territoire, ils vont connaître la problématique des collectivités territoriales, la gestion de ces collectivités en temps de crise. Ils vont discuter de la thématique de la communication en temps de crise. Donc c'est un ensemble de sous-thématiques qui permet de leur donner une connaissance assez éclatée sur le Burkina Faso. Selon le commandant de l'Académie militaire Georges Namoineau, la présente formation vient formaliser avec l'ENAM cette initiative qui n'est pas une première dans l'histoire de son institution. C'est la 20e promotion des élèves officiers d'actifs, entrée depuis décembre 2019 pour 2 années de formation. Ils sont presque à la fin de leur formation et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là dans un module que nous appelons connaissance du monde. Et dans ce module-là, il est question notamment de faire connaissance sur tout ce qui est au-delà de l'environnement militaire. Au nombre de 60, ces officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoineau sont constitués en majorité des Burkinabés. Les autres pays africains représentés sont notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, le Togo, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la République de Djibouti, le Gabon et le Cameroun. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, outille les journalistes burkinabés sur son mode de fonctionnement et sur ses domaines d'intervention. Le 2 juillet dernier, à Ouagadougou, une trentaine d'hommes de médias a en effet échangé avec les responsables du CICR pour une meilleure compréhension du mandat de l'institution. Notre reporter Fatimata Nikiema était de l'atelier. Voici son reportage. Des journalistes à l'école du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
C'est un atelier d'échange axé sur le mandat, le mode opératoire et les actions du Comité international de la Croix-Rouge CICR qui a été mis au profit des journalistes du Burkina Faso le 2 juillet dernier. Des sujets qui ont fait l'objet de plusieurs communications et de témoignages. Il a été surtout question de bonnes pratiques en matière de couverture médiatique en situation de crise. Il était important que les journalistes essaient de se former sur ces questions-là. Alors, il faut dire que nous sommes dans une situation également où on n'est pas totalement habitué à certains termes, notamment les termes de terroristes, de radicalisme, Et je pense que c'était aussi l'occasion pour le Comité international de la Croix-Rouge de revenir un peu sur ces aspects-là pour permettre aux uns aux autres de savoir dans quel contexte il faut utiliser ces termes-là, de sorte à ne pas faire de l'amalgame, à ne pas faire confondre en tout cas les choses, en tout cas, comme on le dit, aux téléspectateurs ou bien aux auditeurs qui nous écoutent ou bien encore aux lecteurs qui nous lisent chaque fois. L'objectif, selon le chef de délégation du CICR, c'était également de mieux faire comprendre le droit international humanitaire aux professionnels de médias. Le rôle des médias est extrêmement important dans cette configuration, de manière à, transmettre aussi les préoccupations du CICR qui sont exclusivement humanitaires, et la manière dont les médias au sein d'une société civile extrêmement active au Burkina vont contribuer à donner une voix aux personnes affectées par la situation de conflit et par la situation de violence est extrêmement importante pour le CICR. Les hommes et femmes de médias qui ont participé à cet atelier d'information et d'échange ont été sensibilisés aux gestes de premier secours. Le CICR a aussi attiré leur attention sur la prise en charge des blessés en temps de conflit avant de lancer la 2e édition du concours de reportage humanitaire. Inauguration hier du centre de santé et de promotion du village de Rapadama V7 dans la commune rurale de Moktedo. Le CSPS a entièrement financé par le gouvernement burkinabé dans le cadre de son programme de réalisation des infrastructures socio-économiques en abrégé PRISE. La cérémonie d'inauguration de cette bâtisse d'une valeur de 196 millions de francs CFA a connu la présence des ministres en charge de l'économie et de la santé. Reportage de Sanata Seri. Fini le calvaire des populations du village de Rapadama V7, situé dans la région du plateau central. Ses habitants parcouraient plus d'une dizaine de kilomètres pour bénéficier des soins de santé. Et désormais, Rapadama V7 possède un centre de santé et de promotion sociale, CSPS. Inauguré ce 6 juillet, ce CSPS est constitué entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'un service commun, d'un incinérateur et d'un bloc de 3 logements de fonction, le tout raccordé à un poste d'eau autonome. Nous avons vraiment la joie d'avoir cette poste de santé dans notre village rural que nous souffrons. Parce que nous parcourons environ 10 km pour voir un lieu de soins. Et maintenant, il est très proche de nous. Nous réjouissons et nous sommes dans l'affaire. Nous remercions nos autorités, nos partenaires qui nous ont aidés à avoir cette poste de santé. Vraiment, nous remercions les autorités pour avoir construit ce centre de santé. On n'y croyait pas, mais ils l'ont fait et c'est un grand soulagement pour nous. Avant, ce n'était pas facile. On parcourait de longues distances pour pouvoir nous soigner. En plus de ça, les routes ne sont pas en bon état. Les femmes enceintes, pour se rendre à la maternité, souffraient beaucoup. Il y en a même qui accouchaient sur la route. En tout cas, ce geste nous va droit au cœur. Selon le ministre de la Santé, cette infrastructure sanitaire a été construite dans le seul but de rapprocher les services sociaux de base des populations. Immédiatement opérationnel, ce centre de santé respecte les normes et sera équipé de matériel moderne afin de faciliter la tâche au personnel de santé, a en croire le ministre Charlemagne Ouedraogo. Nous avons visité les infrastructures, nous nous sommes rendus compte que ce sont des infrastructures de belle facture. Et nous saisissons l'opportunité qui nous est offerte pour dire merci aux entrepreneurs qui ont travaillé avec beaucoup d'engagement patriotique. Et immédiatement opérationnel, vous avez vu que les équipements ont été donc stockés et après donc notre départ, ils vont les redéployer dans les différentes salles et dès demain ou après-demain, nous pourrons recevoir des femmes qui viendront accoucher, nous pourrons recevoir des gens qui viendront soigner leur paludisme et autres. Donc aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les initiatives de gratuité qui ont été prises en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans
puisse être opérationnel sur toute l'étendue du territoire. Et ce centre que nous avons inauguré aujourd'hui va pouvoir offrir des soins gratuits. La réalisation de ce joyau a coûté près de 196 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État à travers son ministère de l'économie et des finances. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, PRISE. Un programme du gouvernement qui vise à répondre à la forte demande sociale des populations, notamment en matière d'éducation et de santé. La saison hivernale s'est installée sur l'ensemble du territoire burkinabé. Les services de météorologie prédisent une saison à tendance normale, même si, toujours selon les spécialistes, certaines zones du pays souffriront d'un déficit pluviométrique. Que sous-entend une saison à tendance normale? Quelles sont les recommandations à suivre? Élément de réponse dans ce reportage de Michael Tougri. Depuis le mois de juin, la saison des pluies s'est installée au Burkina Faso. Pour cette saison, selon les services de météorologie, les prévisions donnent une saison pluvieuse normale. Certaines zones du Burkina Faso resteront néanmoins déficitaires. Et pour la raison de cette saison à tendance normale, les services de météo évoquent les conditions climatiques. La saison de pluie au Sahel ainsi qu'au Burkina Faso est tributaire de certaines conditions. Donc notre saison de pluie ici est liée beaucoup plus à ce qu'on appelle les SSC, ça veut dire les températures de la surface de la mer. Donc il y a des régions de l'océan qui ont une influence sur les précipitations au Burkina Faso. Donc on a une zone au niveau du Pacifique qu'on appelle la boîte El Niño 3.4 et il y a également ce qu'on appelle les golfs, le golfe de Guinée. Ce sont ces zones-là qui ont des influences sur les précipitations au Burkina Faso. Donc si on prend un exemple très simple, l'année où les côtes guinéennes, d'accord, le golfe de Guinée est froid par exemple, on s'attend à une situation où il va beaucoup pleuvoir sur le Sahel, donc sur le Burkina Faso. Les prévisions pluviométriques désormais connues, les services de météorologie, dans leurs notes, n'ont pas manqué de formuler des recommandations aux producteurs agricoles dont leur activité de production est fortement tributaire de la pluie. Des périodes de séquences sèches sont également prises en compte par les prévisions de la météo. Au regard des quantités de pluie attendues au cours de cette saison agricole, donc on avait demandé aux producteurs surtout d'éviter d'ensemencer ou bien de s'émettre les cultures comme le maïs au niveau des bas-fonds. Et nous leur avons au contraire conseillé donc d'utiliser ces zones pour la culture du riz pluvial. Alors également nous avons eu à conseiller aux producteurs et même aux éleveurs et de vacciner les animaux donc avant l'entrée de la saison au regard des conditions humides qui étaient attendues. Et aussi nous avons eu à leur conseiller d'utiliser surtout les endroits comme les plaines ou les endroits élevés pour la culture du maïs ou bien du petit mil ou du sorgho, ainsi de suite. Et également par rapport à la période épiaison-floraison, on avait indiqué aussi que pendant cette période, on devrait assister à des séquences sèches dont la durée serait supérieure ou égale à la moyenne. Selon les services de météorologie, la fin de la saison pluvieuse au Burkina Faso se présente de façon normale mais à tendance tardive sur l'ensemble du territoire. Dans la zone sahélienne, cette fin de la saison des pluies est attendue entre le 10 et le 20 septembre. Dans la zone soudano-sahélienne, la prévision annonce la fin entre le 21 septembre et le 10 octobre, tandis que dans la zone soudanienne, la fin de la saison des pluies est attendue entre le 11 et le 20 octobre. Le ministère de la Culture a tenu ce jour 7 juillet un atelier préparatoire du deuxième rapport sur l'état d'avancement de la coopération culture et tourisme. La rencontre a réuni les acteurs clés des 10 secteurs. Il a été prévu au cours de la réunion une analyse sur les failles et les acquis du premier rapport afin d'en sortir un document qui réponde aux besoins des départements de la culture et du tourisme. Ami Valiant et Nadine Zongo. Élaborer et disponibiliser le deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme afin de dynamiser les différentes filières rattachées au secteur de la culture et du tourisme. C'est le but que vise cette rencontre entre les différents points focaux de la culture et du tourisme ce 7 juillet. Mais avant, ces participants devront tirer des leçons de la mise en œuvre du premier rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation sectorielle 2020.
cet atelier est une obligation d'ordre administratif parce que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, de par la volonté des hautes autorités, Madame la ministre et son cabinet ainsi que la secrétaire générale, a décidé de produire des rapports périodiques devant rendre compte de l'état réel de la coopération et de la réglementation, devant également aussi comporter des analyses pouvant permettre d'influer ou de réorienter les politiques publiques, et également aussi en termes de redevabilité par rapport aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent le secteur, et également aussi par rapport à la population et aux opérateurs culturels et touristiques qui aimeraient bien comprendre et connaître le contenu de notre rapport. C'est un rapport qui est inclusif, qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur et pour pouvoir aboutir à un rapport consensuel accepté de tous. À cette rencontre donc, ces acteurs sont appelés à concevoir les outils pour la collecte des informations actualisées en matière de réglementation culturelle et touristique. Ils devront aussi proposer des stratégies de communication et de vulgarisation du deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation sectorielle. Lorsqu'on parle du développement du secteur, il y a plusieurs dimensions. La dimension réglementation n'est pas à négliger. Elle est aussi importante pour permettre les investissements, pour permettre aussi l'encadrement des métiers et des professions, pour permettre aussi de manière ramassée le développement du secteur. Et il va de même aussi pour la coopération culturelle, touristique, que ce soit bilatérale, multilatérale, décentralisée. On a besoin d'avoir des partenaires techniques et financiers en termes d'échanges réciproques et pour pouvoir aussi soutenir le développement culturel et touristique décliné dans la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Si les analyses débouchent sur la prise en compte de ces aspects, cela va apparaître à partir du moment où on parle de l'évaluation de l'état de la coopération et de la réglementation. Lorsqu'on prend le pan relatif à la coopération, par exemple, les partenaires classiques, si on s'aperçoit que les ressources ont été redirigées, par exemple, vers la conjoncture, c'est-à-dire la crise sanitaire, par exemple, il va sans dire qu'il y aura un impact négatif sur les interventions traditionnelles, c'est-à-dire au profit des opérateurs culturels et touristiques. Donc le rapport devrait permettre de faire ressortir ces différents aspects justement. Dans la rédaction du deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, les acteurs ont comme défi aussi d'adapter les stratégies au contexte actuel marqué par la crise sanitaire et sécuritaire selon les conférenciers. À noter que cet atelier n'est qu'une rencontre préparatoire, un prélude à la rédaction du deuxième rapport et s'inscrit au programme des activités du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'Union nationale des supporters des étalons renouvellera son bureau exécutif le 10 juillet prochain. Soumaïla Ilboudo se positionne déjà comme candidat. Il a justement animé une conférence de presse hier matin pour annoncer son intention de briguer la présidence. Une candidature que Soumaïla Ilboudo place sous le signe de la réconciliation à sa 8e Tori. L'élection régionale de président de l'Union des supporters ayant pris fin, c'est l'élection du président national qui prend place. En effet, après plusieurs années sans renouveler le bureau exécutif, l'Union nationale des supporters des étalons se prête enfin à cet exercice. Prévu se tenir le 10 juillet prochain, pour l'instant, une seule personne s'est présentée officiellement candidat à travers une conférence de presse. Il dit se porter candidat pour rassembler et réconcilier toutes les fédérations qui se sont divisées à cause des supporters. Si vous constatez certains temps, 10 ans maintenant, vous allez voir qu'actuellement, toutes les supporters sont divisés. Tous les supporters sont divisés, même pas les supporters, même la fédération, toutes les fédérations, il y a 37 fédérations, sont divisées à cause de l'UNC. Savoir, si ce n'est pas cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà vu campagne de l'UNC qui revient comme ça? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous tous, nous sommes des supporters des étalons. Nous, on veut regrouper les supporters ensemble pour pouvoir soutenir notre étalon.
Le candidat dit être confiant pour ces élections, même si, pour les élections régionales, son dauphin, El Hadj Ablassé Ouedraogo, a perdu face à Georges Convolbo. Pour le staff du candidat, les élections n'ont pas été transparentes. Ça veut dire que la fêtière même de l'élection a déjà pris un temps. Ils ont même commis certains journalistes parmi vous qui faisaient la récolte des mandats contre notre candidat. On a fait fi de tout ça pour aller à 166 contre 162. J'arrive. Pour aller à 166 contre 162. Et je vous dis que depuis hier, nous avons une requête, nous avons fait un recours au niveau de la direction régionale et nous avons fait une requête au niveau de tribunal de la justice civile pour demander la reprise des élections pure et simple parce qu'il y a vice de forme. Pour y arriver, les membres du staff implorent les premiers responsables en charge des élections d'être impartials afin de donner la chance à tous les candidats. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal que le président du comité olympique même prenne parti. Ce n'est pas normal. Le président du comité olympique est pour tout le monde, pour tous les sports. Personne ne peut être contre le président du comité exécutif, comité olympique, parce qu'il est le responsable de tous les sports. Il n'a pas à prendre parti. Et depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Rappelez-vous des élections de fédération. Donc, il faut arrêter. Notons que pour l'heure, les campagnes sont ouvertes et les candidats ont jusqu'à vendredi, veille des élections, pour convaincre les votants. Le collège électoral est composé de 91 votants. Et puis, nous vous le disions en titre, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné chez lui très tôt dans la matinée de ce 7 juillet. Sa femme a été grièvement blessée dans l'attaque, selon la déclaration du Premier ministre par intérim, Claude Joseph, un événement qui vient menacer la stabilité du pays déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Âgé de 53 ans, Jovenel Moïse avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. La stupeur en Haïti. Son président Jovenel Moïse, 53 ans, a été assassiné tôt ce mercredi matin à son domicile par un commando. Sa femme a été blessée lors de l'attaque et est hospitalisée. Le Premier ministre par intérim a aussitôt appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. L'assassinat du président fait craindre de nouvelles explosions de violence dans le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Haïti est gangréné par l'insécurité, notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. La Maison-Blanche qualifie de terrible et de tragique cet assassinat et se dit prête à apporter de l'aide au pays. La République dominicaine a aussitôt ordonné la fermeture de sa frontière avec Haïti. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous rester fidèles. À tout de suite à votre magazine Sport 3 Amoré avec Yacinthe Sawadogo. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.